Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur le 26e épisode de Relationnellement Vôtre. Nous poursuivons la série d'épisodes sur les faux amis. Après avoir abordé la surprotection et la tolérance excessive, cette semaine, c'est au tour de l'évitement du conflit. Au cas où vous n'auriez pas pu écouter les épisodes précédents, j'utilise l'expression faux ami pour faire référence à ces comportements manifestés par amour avec beaucoup de bienveillance dans le but de servir la relation mais qui malheureusement s'avèrent être plus nuisibles que bénéfiques sur la durée. Et l'évitement du conflit fait partie de ces faux amis. Bien que ce soit une démarche envisagée dans le but de se montrer doux, aimant, de maintenir la paix et le calme au sein de la relation, l'absence de conflit n'est pas forcément signe de bonne santé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous aurez l'occasion de comprendre en quoi l'évitement du conflit peut être dommageable pour la relation et surtout pour ses membres et en quoi le conflit peut être envisagé de manière constructive pour permettre des relations saines. Avant d'aller plus loin, assurons-nous de mettre la même définition derrière le mot conflit. Un conflit est une opposition, c'est l'expression d'un désaccord. Ça peut être une opposition d'éléments, une opposition de sentiments, de personnes, d'opinions, etc. Cette opposition naît bien souvent du fait que la situation n'est plus satisfaisante pour l'une des parties, voire les deux. En soi, un conflit n'est pas censé être violent. Lorsque la violence est associée au conflit, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique, il prend une autre étiquette. Ça devient une dispute, une bagarre, une bataille. Pourquoi le conflit est-il si souvent évité ? Eh bien, il y a différentes causes possibles. Tout d'abord, il y a les représentations négatives rattachées au conflit. Le conflit est souvent associé à la colère, la violence, la rupture du lien. Plus le conflit est évité, plus il est difficile à gérer et ça devient anxiogène d'y être confronté. Il y a aussi le poids de la culture qui peut peser. Certaines cultures encouragent à la paix, à l'harmonie et le conflit est donc étouffé et ne doit pas se produire. Ce conflit serait vécu comme une source de malaise et de culpabilité, donc tout sera mis en œuvre pour l'éviter. Il y a aussi le manque d'estime de soi qui joue dans l'évitement du conflit. La personne doute de sa capacité à pouvoir gérer le conflit, elle préfère donc l'éviter et ne rien faire pour aggraver la situation. Le manque d'estime de soi implique aussi un sentiment d'infériorité, tel que la personne n'ose pas s'exprimer. Elle ne reconnaît pas la valeur de ses ressentis, de ses opinions qui selon elle ne méritent pas d'être entendues, qu'on soit en accord avec elle ou pas. La peur de l'échec peut aussi être une cause d'évitement du conflit. La personne a peur de ne pas être entendue, que le conflit ne se résolve pas en sa faveur. Dans la mesure où ce sera mal vécu, il y a donc ce choix de ne rien dire. On retrouve aussi la peur de ne pas réussir à gérer le conflit seule. Certaines personnes oseront gérer un conflit si elles se sentent soutenues, entourées, mais ces mêmes personnes l'éviteront lorsqu'elles n'auront pas d'alliés. La peur de la réaction de l'autre ou la peur des représailles sont aussi des facteurs importants. Il y a la peur d'être confronté à l'incompréhension, au jugement, à la tristesse, la colère, l'agressivité, la violence de l'autre, sachant que cette peur peut être liée à des expériences vécues ou à des situations redoutées sans les avoir déjà expérimentées. Et pour finir, il y a aussi la peur du rejet, la peur de l'abandon, cette peur que le conflit entraîne la rupture du lien et la fin de la relation. Alors, comment savoir si vous fonctionnez dans l'évitement du conflit ? Il y a différentes formes d'évitement du conflit. Il y a l'évitement stratégique et l'évitement dit pathologique. L'évitement stratégique consiste à éviter temporairement le conflit dans le but de gagner du temps pour régler ce conflit à un moment plus approprié. L'évitement est dit pathologique lorsqu'il devient un mode de fonctionnement, un mode de gestion du conflit et c'est ce dont il est question dans cet épisode. Il y a 3 formes d'évitement pathologique. L'évitement par la protection, l'évitement par le retrait et l'évitement par l'accommodement. Bien que les 3 formes reposent sur une volonté de se protéger de l'anxiété générée par le conflit, la protection ne s'exprime pas de la même manière dans chacune de ces formes. Dans l'évitement du conflit par la protection, la personne va faire comme s'il n'y avait pas de problème, comme s'il n'y avait pas de conflit, et prendra sur elle de manière à taire tout désaccord et donc éviter que le conflit n'éclate. Par exemple, votre partenaire de vie vous propose de partir en week-end dans sa famille, vous n'avez pas du tout envie d'y aller, mais vous ne voulez pas entrer en conflit avec lui ou avec elle, donc vous lui répondez bien sûr, allons-y, et vous serrez les dents une fois le fameux week-end arrivé. Dans l'évitement du conflit par le retrait, le conflit est exprimé, mais il est laissé tel quel en croyant que ça va se régler avec le temps. Par exemple,
Une personne qui exprime à son partenaire de vie ou à sa partenaire de vie qu'il ou elle manque d'attention, a l'impression de faire partie des meubles. Le partenaire de vie ou la partenaire de vie en question n'est pas d'accord et lui dit « Oh, c'est juste une mauvaise période, ça va passer », en ne tenant pas compte du signal d'alerte qui a été tiré. Jusqu'au jour où cette personne ne supporte plus la situation et annonce qu'elle souhaite mettre fin à la relation. La rupture semble brutale, violente pour le partenaire de vie ou la partenaire de vie en question, qui ne comprend pas pourquoi ça lui tombe dessus. C'est avec d'amers regrets qu'il ou elle se dit « Si seulement j'avais vu et entendu les signaux d'alerte ». Dans l'évitement d'accommodation, là encore le conflit est exprimé, il est ouvert, mais il y a cette croyance que si l'une des parties peut trouver un arrangement, elle pourra s'en contenter et le conflit pourra cesser sans être réglé. Par exemple, des parents veulent sortir de l'ordinaire et offrir un petit repas emporté à leurs enfants. Ils demandent à leurs enfants ce qui leur ferait plaisir. La plus jeune dit « une pizza ». Le deuxième dit « frites burger ». Je ne donnerai pas de marque parce que les fast-food, il y en a plein. Et l'aîné, dira tout simplement qu'il voudrait des sushis. Les parents ne pouvant pas contenter les trois, disent aux deux plus grands « Bon allez, ce soir ce sera pizza, vous êtes grands, vous pouvez comprendre, votre sœur risque de partir en crise, on voudrait éviter ça, on vous fera plaisir une prochaine fois. » Sauf que la fois suivante, le scénario se répète, les parents misent sur la capacité des deux grands à tolérer la frustration pour qu'ils s'accommodent à la situation grâce à une promesse qu'ils leur font, mais qu'ils ne tiennent pas, tout en espérant que les enfants auront oublié la fois suivante. Alors, en quoi éviter le conflit est dommageable pour soi et pour les relations? Je vous propose de reprendre les 3 formes d'évitement du conflit que je viens de vous citer et de voir ensemble les conséquences sur les relations et sur ses membres. Dans l'évitement du conflit par la protection, le conflit est totalement évité par le fait qu'un membre de la relation va prendre sur lui et intérioriser le conflit de manière à ce qu'il n'existe pas ouvertement. Le conflit est effectivement évité dans la relation, mais il continue dans le cœur de la personne qui l'intériorise, provoquant les réflexions suivantes. De toute façon, ce que je peux penser ou ressentir n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il soit content ou qu'elle soit contente. Moi, c'est pas grave. Ok, ça me blesse, mais il y a des choses bien plus graves dans la vie. Ces phrases sont le reflet du manque d'estime de soi de la personne qui n'ose pas aller au conflit. Un manque d'estime de soi qui peut, à la longue, amener la personne à se déprimer au sein de la relation. Une autre conséquence sur la personne qui évite le conflit en prenant sur elle, c'est que tout ce que nous gardons à l'intérieur finit par sortir à un moment donné et de manière involontaire, inconsciente. Il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est l'explosion ou l'implosion. Malheureusement, ça sort mal et ça sort bien souvent de manière blessante. Ça peut aussi sortir à travers notre communication non verbale, des lapsus, des actes manqués, mais ça peut aussi sortir à travers ce que le corps exprime, par des mots divers et variés, tels que des crises d'angoisse, des malaises, des maux de ventre, des difficultés respiratoires, des crises allergiques, etc. Les répercussions sur la relation sont multiples dans le cas de l'évitement par la protection. Il y a une distance qui se creuse entre les membres car l'un d'entre eux n'ose pas être vraiment lui-même dans la relation, laissant l'autre se poser des questions qui demeurent sans réponse sur le pourquoi de cette distance. De plus, l'honnêteté et l'authenticité ne seront plus au cœur de la relation. La personne qui prend sur elle fait semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur ce n'est pas le cas. Ce qui est intériorisé est aussi plus ou moins indirectement retourné contre les membres de la relation qui pâtissent du renfermement de la personne, du malaise ambiant dans la relation et des silences pesants sans explication. Si on reprend l'exemple du couple qui part en week-end dans la famille de l'un et que l'autre prend sur lui ou sur elle, eh bien cette personne peut avoir une attitude fermée, une mine triste, un ton sec, des gestes brusques, maladroits. Ou sinon, le partenaire en question ou la partenaire en question peut parfaitement jouer la comédie et ne rien montrer dans sa communication verbale ni non verbale. Par contre, il ou elle peut avoir une toux persistante, des vomissements, des maux de ventre, des maux de tête, dont l'origine n'est en aucun cas médicale, mais est tout à fait liée à ce qu'il a ou à ce qu'elle a sur le cœur. Voyons maintenant les répercussions de l'évitement du conflit par le retrait. Un désaccord est exprimé et l'un des membres de la relation évite le conflit en laissant la situation telle qu'elle, espérant qu'elle s'améliore avec le temps. La première conséquence, c'est que la personne qui s'est exprimée ne se sent pas écoutée ni entendue dans ce qu'il ou elle exprime comme désaccord, avec l'impression que c'est nié, mis de côté ou peu valorisé.
La personne en question interprète que son inconfort, sa souffrance, son ressenti ne comptent pas pour l'autre, et c'est profondément douloureux à vivre. Personne ne veut infliger de la souffrance à l'autre en évitant le conflit. Au contraire, pourtant la souffrance est bien là, et le temps lui-même ne règle rien. Ce sont les actes posés durant ce laps de temps qui apportent une évolution, un changement. Quand le conflit est laissé ainsi, le temps fait que cette souffrance risque d'être convertie en colère qui est le signal d'un besoin non comblé. La colère peut prendre des formes très variées, allant crescendo dans la violence, qu'elle soit verbale, physique, psychologique, sachant que la violence pourra être retournée contre soi ou contre l'autre sous une forme ouverte ou plus ou moins passive-agressive, allant jusqu'au silence et au repli. Bien souvent, la personne dont le désaccord n'a pas été pris en compte finit avec le temps par atteindre un stade de saturation, ne supportant plus du tout la situation. Cela entraîne des prises de décision radicales, représentatives du degré de souffrance et de saturation. Ça peut être le fait de s'ouvrir à une relation extra-conjugale, d'envisager une séparation, de couper les ponts en rompant totalement le lien familial ou le lien amical. Ça peut aussi prendre la forme d'une démission, d'un abandon de poste et parfois même d'un passage à l'acte en mettant fin à ses jours. Et pour finir, voici les conséquences de l'évitement du conflit par l'accommodement. C'est-à-dire le fait d'essayer de trouver un arrangement pour que la personne cesse d'exprimer son désaccord sans pour autant résoudre le conflit, ou ça peut être de tenter de rendre la situation un peu plus confortable pour supporter le conflit sans qu'il ne soit résolu. Comme précédemment, il y a le fait que la personne qui a exprimé son désaccord ne se sent pas écoutée, entendue. Elle va donc avoir l'impression de ne pas avoir d'importance, de ne pas compter, que ce qu'elle a à dire n'a pas de valeur, ce qui endommage profondément l'estime de soi. Le fait d'essayer de la contenter ou de se contenter d'un arrangement sans résoudre le conflit, ce n'est que repousser le moment où le conflit va revenir sur le tapis, ou le moment où le conflit va éclater. C'est comme déclencher une bombe à retardement en espérant qu'elle n'explose jamais parce qu'on l'aurait mise sur un coussin. La personne dont le désaccord n'a pas été pris en compte peut alimenter du ressentiment malgré une accommodation apparente. Si on reprend l'exemple des deux garçons et de la petite fille avec leurs parents, certes les deux grands mangeront la pizza sans dire un mot en se disant qu'ils auront leur burger ou leur sushi la prochaine fois. Néanmoins, ils gardent dans leur cœur le fait que leurs parents ont fait plaisir à la petite sœur et pas à eux. La répétition de telles situations entraîne bien souvent un sentiment d'injustice qui fera ressurgir le conflit sous une autre forme vis-à-vis des parents ou même de la petite sœur, parfois d'une manière plus vive, plus intense, qu'elle soit frontale ou indirecte. Ou alors, l'enfant peut retourner la situation contre lui en se disant « on ne m'écoute pas, je ne compte pas, ce n'est pas la peine que je parle », etc. Avec les mêmes mécanismes qu'évoqués précédemment, à savoir la dévalorisation, la perte d'estime de soi, le repli et les actes de violence retournés contre soi. Alors, en quoi accepter de faire face au conflit est nécessaire à des relations saines ? Eh bien, contrairement aux représentations communes, le conflit n'est pas signe d'une relation qui va mal. Le conflit est signe d'une relation saine. C'est une relation où chacun sait qu'il est possible de s'aimer et de ne pas être d'accord sur tout, sans mettre en péril la relation. Chacun peut s'autoriser à dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, à être lui-même, à être elle-même, à exprimer son désaccord, sans craindre de rompre le lien. Ceci demande un certain degré de sécurité, de confiance dans la relation pour montrer qui on est vraiment. Accepter le conflit et oser le gérer est donc synonyme de santé relationnelle. La plupart du temps, le conflit signale un besoin de changement. Il donne une chance de travailler sur les problèmes de la relation, de communiquer, de réfléchir ensemble aux solutions, aux alternatives possibles pour arriver à un consensus ou à un compromis. Le conflit, lorsqu'il est géré, est constructif par l'échange qui peut en découler et la richesse apportée par de tels échanges. Il peut en ressortir des améliorations, des idées nouvelles, à partir des mélanges d'idées exposées. Même si au départ elles sont opposées, on peut trouver un cocktail qui puisse être vraiment intéressant au final. Le conflit peut nous faire grandir, nous faire évoluer dans nos perceptions de l'autre, dans notre manière de voir la situation, notre tolérance, notre ouverture d'esprit, etc. Vous vous demandez peut-être comment cesser d'éviter le conflit. Eh bien tout d'abord en démontant les fausses croyances à son sujet, en revoyant les représentations que vous avez du conflit afin de cesser d'en avoir peur. Par exemple, commencez à vous dire que le conflit n'est pas destructeur mais qu'il est constructif quand on apprend à le gérer. Du coup, cesser d'éviter le conflit implique évidemment d'apprendre à gérer le conflit. Bien souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on connaît mal ou de ce qu'on ne maîtrise pas.
Avoir des outils pour gérer le conflit vous permettra de prendre confiance en vous, en votre capacité à le gérer et à entrer dans le cercle vertueux de « j'ai réussi à gérer un conflit, je peux probablement en gérer un deuxième, puis un troisième, puis ainsi de suite ». Vous réaliserez aussi que même si le conflit ne se résout pas comme vous le vouliez, même si parfois ça prend des proportions que vous n'aviez pas imaginées, vous avez non seulement survécu à cette expérience, et vous en aurez probablement tiré des leçons, des points à améliorer dans votre manière de communiquer ou de gérer le conflit. Pour Charles Rosman, psychosociologue inventeur de la thérapie sociale, apprendre le conflit, c'est passer par 3 étapes. Premièrement, savoir s'opposer sans être violent. Ensuite, reconnaître que le désaccord a un intérêt. Et enfin, respecter son opposant, ce qui implique d'écouter pour tenter de comprendre le point de vue de l'autre, même si on n'y adhère pas, en accordant de l'attention et donc de la valeur à ce qui est exprimé. La gestion du conflit ne sera pas développée dans cet épisode, mais rassurez-vous, je vous prépare un atelier au format vidéo sur le sujet. Bon, eh bien que dites-vous d'illustrer cet épisode avec un témoignage ? J'aimerais vous partager celui de Sophie. Sophie est en couple et mère de 2 enfants. Elle a grandi dans une famille avec un père dont les accès de colère faisaient trembler la maison. Du coup, Sophie a intégré la phrase « Il ne faut surtout pas mettre papa en colère ». Elle a donc appris à faire en sorte de taire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, de manière à ne pas faire de vagues. Sophie est entrée dans l'adolescence, puis dans l'âge adulte, avec la peur viscérale du conflit. Elle a donc gardé ce mode de fonctionnement d'évitement du conflit par la protection, c'est-à-dire en prenant sur elle et en ne disant pas un mot. Malheureusement, dans le cadre de son travail, elle a été confrontée à des comportements malveillants de la part de sa responsable, des comportements pouvant être apparentés à du harcèlement moral. Sophie n'osait rien dire, elle ne voulait pas se faire remarquer et craignait surtout très fortement de s'opposer à ses responsables au fort caractère. Elle a serré les dents et encaissé pendant près de 2 ans. Durant ces 2 années de souffrance, Sophie compensait comme elle pouvait en se centrant sur sa famille, sur ses amis et sur ses activités créatives. Elle souffrait malgré tout intérieurement au point de développer des comportements alimentaires compulsifs. Ceux-ci ont entraîné une prise de poids importante et Sophie se sentait de plus en plus mal dans sa peau. Elle a ensuite eu des problèmes de santé qui ont été la goutte de trop. Elle n'arrivait plus à supporter à la fois les problèmes au travail et ses problèmes de santé. Elle a commencé à aller de plus en plus mal, elle n'avait envie de rien, se refermait de plus en plus sur elle-même, s'éloignant de son mari et de ses amis. Elle s'énervait beaucoup contre ses enfants. Elle avait des crises de larmes incontrôlées et faisait quotidiennement des crises d'angoisse, que ce soit au travail ou à la maison. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Ce qu'elle a su après coup, c'est qu'elle entrait progressivement dans une forme de dépression. Le médecin traitant de Sophie lui a fortement conseillé de contacter un professionnel, une professionnelle. Chose qu'elle a faite, et durant la psychothérapie, elle a réalisé qu'elle gardait tout, vraiment tout, en elle, par peur de la réaction des autres. Peur qu'on ne la comprenne pas, peur qu'on la juge, peur du ridicule, peur d'entendre que tout ça est de sa faute. Bref, Sophie n'osait s'opposer à personne avec la peur profonde de ne plus être aimée. Elle a fait un travail sur elle de manière à reconnaître sa valeur et l'importance de ses opinions, de ses ressentis. Elle ose petit à petit dire un peu plus ce qu'elle ressent à son conjoint, à sa mère, à ses collègues. Une belle victoire pour Sophie. Elle a même réussi à s'affirmer au point de confronter sa responsable avant de changer de poste. Sophie a tenté une fois de s'opposer à son père qui s'en était injustement pris à un de ses enfants. Échange qui a très mal tourné car le père de Sophie n'est pas dans la communication. Il impose son point de vue et c'est tout. Sophie a accepté qu'elle a le droit et le choix d'exprimer son point de vue et ses ressentis à son père, qu'il les entende ou pas. Elle fait sa part en disant ce qui lui appartient, libre choix à son père de l'écouter ou non. Sophie est fière des progrès qu'elle a pu faire. Le travail sur elle se poursuit car elle réalise que, bien qu'elle soit adulte, il lui arrive parfois de se sentir comme une petite fille lorsqu'un conflit éclate, la ramenant aux réactions de son enfance, à savoir prendre sur elle pour apaiser les tensions. Aujourd'hui, Sophie travaille sur le fait de sortir des fausses croyances de son enfance et de rétablir la vérité avec son regard d'adulte, de manière à pouvoir se positionner en tant que telle face au conflit. Elle s'équipe d'outils pour gérer le conflit dans la communication et la gestion de ses propres ressentis.
Sophie se revalorise, renforce progressivement son estime personnelle et même s'il lui reste du chemin pour ne plus culpabiliser d'oser dire ce qu'elle pense et ressent, elle gagne en assurance et s'affirme de plus en plus, tant dans sa famille qu'entre amis ou au travail. Voici 3 leçons que ce témoignage nous enseigne ou nous rappelle. La première leçon, c'est qu'éviter le conflit ne se fait pas sans mal, tant pour soi que pour nos relations. En prenant sur elle, Sophie a involontairement mis à mal à la fois sa santé psychologique, sa santé physique et ses relations, notamment son couple et ses enfants. Elle craignait les retombées si toutefois elle parlait de ce que sa supérieure hiérarchique lui faisait subir. Elle n'avait pas conscience qu'en prenant sur elle, elle donnait du pouvoir à sa responsable et d'une certaine manière, elle l'autorisait à continuer. Oser parler et exprimer son désaccord, c'est se donner la possibilité de trouver des solutions à une situation inconfortable, voire douloureuse. La deuxième leçon, c'est que pour que le conflit soit constructif, il est nécessaire d'avoir en face de soi une personne qui est prête à dialoguer, une personne ouverte à la communication et l'échange. Le père de Sophie n'avait malheureusement pas l'ouverture nécessaire pour résoudre sainement le conflit. Sophie avait le choix entre s'acharner et basculer dans une violente dispute, ou lâcher prise et accepter qu'elle ne pourrait pas avoir d'échange constructif avec son père lorsqu'ils sont en désaccord. Comprendre le mode de fonctionnement de chacun et se positionner en prenant la décision de lâcher prise après avoir exprimé ce qui avait besoin de l'être, c'est différent de subir la situation en se taisant. La troisième leçon, c'est que bien que l'évitement du conflit repose souvent sur des peurs rattachées à l'enfance, il est possible de les surmonter. Sophie a réussi à exprimer son désaccord après avoir fait un travail sur elle. Ça lui a permis de développer une estime et une confiance en soi suffisante pour oser s'exprimer. La peur du conflit n'est donc pas une fatalité. C'est un mode de fonctionnement qui peut évoluer. Voilà, on arrive à la fin de ce 26e épisode de Relationnellement Vôtre. Les épisodes sont assez riches en informations, surtout sur la thématique des faux amis. Donc si vous avez des questions, si certains points demandent des éclaircissements, sentez-vous libre de le préciser en envoyant un message à Relationnellement Vôtre sur le site relationnellementvôtre.fr en cliquant sur le bouton « Je contacte Relationnellement Vôtre » situé en bas de page. Si vous voulez nous partager un témoignage sur la manière dont votre mode de fonctionnement face au conflit a évolué, vous pouvez aussi le faire en envoyant un message, ça sera une joie de vous lire. Bon, eh bien, il nous reste un dernier faux ami à aborder, il s'agit de la suradaptation, et celui-là, on se le garde pour la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.